Merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour à tous. Parler de la ruralité, pour moi, c'est avant tout parler de la France. Parce que la France, c'est la ruralité, qu'il n'y a pas un citadin, même confiné, ultra-confiné, reconfiné, qui n'a pas quelque part en lui soit une terre dont il vient, soit une terre où il veut aller, ou une envie de campagne. D'ailleurs, je me rappelle que pendant le premier confinement, je m'étais inscrit sur le site, dont le nom m'échappe maintenant, pour aller travailler à la ferme, vous savez, parce que ça donnait un laissez-passer pour sortir, et parce que c'était une envie réelle. Et je sais qu'il y avait eu 360 000 demandes, et pour quelques centaines de postes, et d'ailleurs le témoignage évidemment des employeurs, c'est que tous ces gens-là ne savaient absolument rien faire, et que du coup, ils ont renvoyé confinés chez eux. Voilà, ce qui illustre un peu la situation actuelle, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas deux France, une France urbaine, une France rurale. Il y a une France, c'est de celle-ci dont je voudrais parler, et les mesures, les propositions que je vais faire s'appliquent à la ruralité parce qu'elles s'appliquent aussi au reste du pays. Alors, moi j'ai un parcours, disons, personnel, comme tout le monde dans le pays. Mon nom est alsacien d'origine, ma famille est normande, moi-même je suis revenu en Normandie. Mais surtout, j'ai sillonné le pays depuis 2 ans, par tous les moyens de transport, en train, en voiture, et même à cheval. J'aimerais vous en parler un tout petit peu parce que comment mieux connaître, vivre dans sa chair la ruralité, que d'arriver dans un village avec une jument fatiguée qui a perdu un fer, chercher du foin et toquer aux portes du village pour savoir si par hasard quelqu'un aurait un pré clôturé avec un abreuvoir et si possible des granulés. Mais pas de blé, parce que les chevaux ne mangent pas le blé. Et donc ma jument a fini absolument dans toutes les situations possibles, en stabulation avec les vaches, au pré avec les ânes, voire même dans des cours ou dans des anneaux d'attache, parce qu'on retrouve aussi, en traversant la France, les traces du cheval. On retrouve à côté des épiceries le vieil anneau d'attache. On s'aperçoit que les portes cochères étaient faites en fait pour que le cheval et le cavalier puissent y circuler. Donc on fait revivre aussi cette France qui finalement est encore assez vive, parce que j'avais par exemple été accueilli en maison de retraite à Meaux. Donc j'ai fait tous les types d'hébergements. Et j'avais fait une discussion comme ça avec les pensionnaires, et tout le monde me racontait ses expériences du cheval de travail, du cheval de ferme, parce qu'à 70 ans, ils avaient le souvenir qu'après-guerre, leurs parents travaillaient toujours avec les chevaux. Et bon, ils en avaient à la fois le goût, mais je voudrais vous dire aussi qu'ils n'en avaient pas la nostalgie. Et que pour eux, la mécanisation avait évidemment représenté un progrès très important, qui permettait, au lieu d'avoir à travailler le cheval pour 1h30 quand on rentre à l'étable, de poser le tracteur, enlever la clé. Et donc là, on voit aussi à travers cette histoire toute la dialectique en fait, qui est aujourd'hui à l'œuvre dans la ruralité, qui est passée par une phase très mécanique, très productiviste, parce que aussi ça a amélioré son existence, et qui aujourd'hui essaye de trouver, je pense, une troisième forme quelque part, qui est de réhabiliter beaucoup de choses, tout en prenant avantage des progrès de la technologie. Et pendant ce périple à travers la France, donc dans les centres-villes, mais surtout beaucoup dans les villages et dans les chemins de campagne, j'aurais mille choses à raconter, mais il y a peut-être deux sentiments que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est qu'on parle beaucoup de l'insécurité, de la haine, de la criminalité, de l'individualisme. Tout ça est en partie vrai, tout ça mérite qu'on y réfléchisse, mais il y a aussi une France généreuse et hospitalière. Et dans toutes les régions que j'ai traversées, sans aucune exception, même si quand on s'approche de Paris, en Seine-et-Marne, la situation est un tout petit peu plus complexe, j'ai été accueilli. Et j'ai été accueilli comme un vagabond. C'est pour ça que le livre que j'en ai tiré s'appelle « Notre vagabond de liberté ». Le vagabond, en fait, avait un statut social important dans la France d'autrefois. C'était pas le mendiant, c'était celui qui, son statut était d'ailleurs défini, comme toujours en France, par une loi qui disait qu'on était vagabond quand on avait moins de 10 sous en poche. Et le vagabond, il était nomade, il avait choisi ce mode de vie, et il passait de village en village, et il était accueilli parce qu'il colportait les nouvelles, et qu'il faisait presque office de psychanalyse générale. Les gens parlent au vagabond parce qu'il ne pose pas de problème, il ne va pas s'installer, il va prendre de terre à personne, il va partir le lendemain, et donc on lui raconte ses histoires, on se débonde. Et souvent les gens qui m'accueillaient et qui me nourrissaient, disaient que leurs grands-parents, leurs parents laissaient toujours l'écuelle du vagabond, et que moi j'en bénéficiais aussi, et effectivement me racontaient leurs problèmes. Et la première question moi, que je leur posais en arrivant, c'est « Où sommes-nous » Et là on voit comment les gens autodéfinissent très bien la région, le terroir auquel ils appartiennent. Car on ne me répondait jamais par le nom, ou certainement pas le numéro du département.
On me répondait par le territoire historique, quasiment d'Ancien Régime. Quand on est dans l'Indre, on est dans le Berry. Quand on est en Seine-et-Marne, on est dans la Brie. On traverse la Beauce, on traverse la Vosges, les Vosges. Et en fait, les ensembles régionaux apparaissent à l'œil nu. Parce que quand on traverse au rythme du pas, un peu somnambulique du pas, eh bien, on voit varier les paysages. On voit que soudain, on passe en bocage, que la pierre a changé. Quand on est dans la marche, que l'accent change, que tout d'un coup, les R deviennent plus marqués parce qu'on est passé de la Languedoc à la Langue d'Oil. Et puis quand on arrive vers l'Est, les mêmes R deviennent très rugueux. Et donc on voit évoluer le pays, les pays en fait, qui continuent à composer la France et qui me font penser que sous le mythe et quelque part le fantasme du jacobinisme, notre pays reste un pays incroyablement divers. La France du XIXe siècle ne parlait pas français, les historiens le rappellent, le français a été imposé par le sang dans les tranchées de 14-18, par les patois, parce qu'on maintenait des identités régionales extrêmement fortes et qui existent toujours, qui perdurent. Et je dois dire qu'à travers ce Tour de France, je n'ai pas beaucoup mangé de pizza surgelée et que les gens, même modestement, font un peu la cuisine de leur pays et que les jeunes savent d'où ils viennent, s'intéressent aux fouilles archéologiques du coin, montent la petite association de VTT. Enfin, il y a beaucoup de choses tout de même. Alors bien sûr, j'ai vu les villages désertifiés, les ceintures pavillonnaires, tout ce que vous connaissez bien, mais j'ai vu ça aussi, et quand même, de temps en temps, dans une campagne en plus présidentielle marquée par la défiance et l'inquiétude, je pense qu'il faut rappeler aussi ces bonheurs que l'on trouve dans le pays, et le fait qu'en le traversant comme ça, lentement, seul, eh bien, on trouve aussi beaucoup d'empathie et, au fond, d'amour du prochain, pour le dire. Alors, il y a aussi de ce voyage un message politique qui ressort et qui forme aujourd'hui le moteur de mon engagement. Et ce moteur politique, c'est que quand j'allais chez l'habitant, j'étais sur un pied d'égalité immédiat, j'étais tout crotté, et donc j'entendais les conversations réelles, je pense. C'est pas moi qui posais des questions, est-ce que vous avez peur d'insécurité, est-ce que vous avez peur de l'immigration, est-ce que vous vous sentez oublié? Non, j'entendais ce que les gens racontaient à table. Ce que les gens à table disent, mon Dieu, on est oublié. Non, ils parlent de leurs problèmes quotidiens. Et il m'a semblé, et la récurrence de ce message m'a frappé, j'en ai fait un mouvement et maintenant j'en fais un thème de campagne, il m'a semblé que leur problème numéro 1, c'était la prison bureaucratique dans laquelle nous sommes aujourd'hui enfermés, nous tous, Français, et que j'ai entendu parler, moi je voulais parler des bocages, je voulais parler des moissons, je voulais parler du fourrage, et j'entendais parler de l'Adréal, de la DDT, du PLU, du SCOT, du SRADET, de l'ABF. Bref, j'ai appris plus d'acronymes que de noms de plantes ou d'essence de graines. Et ça m'a frappé. Je me rappelle d'une phrase de Sylvain Tesson dans ses Chemins Noirs qui fait le même constat. Il dit « Je voulais aller d'auberge en auberge et j'ai été de zuc en zap » ou de zuc en zuc. Ce pays est tellement couvert d'acronymes que finalement nous les sommes appropriés et que nous sommes les administrateurs de nous-mêmes, les comptables de nous-mêmes. Et combien ai-je vu de vies perturbées, voire, disons-le, détruites par cette suradministration, de gens qui redoutent que la police de l'eau arrive armée pour fermer le bief du moulin de familles qui coulent depuis 200 ans, et de gens qui sont aux prises à des injonctions contradictoires, où même les préfets, les sous-préfets leur expliquent que ah bah oui, on n'y peut rien, que ça marche mal, que c'est absurde, mais que c'est comme ça. Et ça empêche les viticulteurs d'avoir leur dortoir, ça empêche les artisans d'avoir leurs apprentis parce qu'il faudrait construire une autre toilette et qu'ils ne peuvent pas se l'autoriser, que du coup il n'y a pas d'apprentis et que du coup ils mettent la clé sous la porte. Enfin, ça a des effets pervers qui sont... C'est du détail. À chaque fois, c'est des petites histoires. Mais c'est des petites histoires tragiques qu'on s'impose à nous-mêmes alors qu'il suffirait de nous laisser vivre un peu. Et c'est pourquoi j'ai fait de la simplification un thème politique, que j'ai fondé un mouvement autour de ça qui s'appelle Simple, que j'ai refait un tour du territoire, cette fois plus structuré, pour recueillir les témoignages de complexité administrative, qu'avec une équipe de juristes de droit public, nous avons fait une proposition que nous avons baptisée Projet Portalis, du nom de celui qui écrivit le Code civil, grand moment justement de refonte institutionnelle et de recodification, et qu'aujourd'hui, je fais de la simplification le thème d'entrée dans la politique publique. Je ne dis pas il ne faut pas faire ceci, cela, et ensuite simplifier. Simplifier, et d'ailleurs vous parlez vous-même dans votre discours, vous parlez de la simplicité. Simplifier, c'est une exigence morale dans nos vies qui consommons trop de tout, trop d'informations, trop de biens, trop de projets parfois, trop de voyages. Et c'est aussi une exigence
politique, de réforme administrative, parce que la complexité, elle naît de quoi? Elle naît de la défiance de l'État vis-à-vis du citoyen. Et simplifier, c'est faire confiance au plus petit échelon, l'individu, le citoyen, la commune, l'entreprise, pour interpréter le droit en fonction de sa situation, pour trouver les solutions qui lui correspondent, pour que les gens se parlent les uns aux autres, pour médier les problèmes, et pour construire précisément une société plus prospère, parce que quand on parle de problèmes économiques, quand on parle même de problèmes aujourd'hui, de quoi se plaignent les soignants? Du blabla, de quoi se plaignent les profs? Des procédures sanitaires. Tout le monde est pris dans cette coquille dont il nous faut absolument sortir. Alors, ça se décline, cette idée générale qui est venue vraiment, je pense, des territoires, en propositions très concrètes. Je vais en exposer très brièvement 3, et vous verrez à quel point elles, je pense, vous me direz en tout cas, elles collent au problème de la ruralité, tout simplement parce qu'elles viennent de là, au fond. La première, c'est donc la recodification du droit, en fait, de diviser par 100 le nombre de normes, de revenir aux grands principes du droit, mais aussi et en même temps d'ouvrir partout dans le pays des maisons du citoyen. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à la fois nous sommes suradministrés, et en même temps, quand on va chercher la trésorerie locale ou les services publics, vous le savez bien, il n'y en a plus. Et donc moi, je propose de remettre des humains, des fonctionnaires sur le territoire, de redonner sens à la fonction publique, pour que les gens aient des sortes de super maisons France Service, si vous voulez, que les gens aient un interlocuteur humain auquel ils puissent parler et que lui connaisse le capot de la machine. Moi, je dis, c'est pas aux gens de savoir ce que c'est qu'un SCOT, un SRADET, etc. Aujourd'hui, pour mettre un piège à ragondin ou pour construire une cabane, il faut 36 autorisations. Les gens ne savent même pas à qui demander. Et donc là, ils auront un interlocuteur et ça sera à lui d'aller voir sa hiérarchie pour comprendre. Et ça sera lui qui pourra dire oui ou non, qui pourra donner un rescrit administratif, qui protégera les gens, qui leur donnera une sécurité juridique. Je veux faire une ferme auberge. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai regardé le code? Est-ce que je peux faire ça, ça, ça? Oui, bah c'est bon, alors, ça suffit. Et ça sera un interlocuteur avec lequel on pourra avoir une discussion, une conversation. Et la deuxième grande mesure, c'est l'autonomie locale. Parce que, évidemment, c'est le pendant de la simplification. Simplifier d'un côté, c'est faire confiance aux décisions de l'acteur de terrain de l'autre. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'on parle beaucoup de décentralisation, on dit que ça fait 40 ans qu'on décentralise. Mais en fait, ça veut dire quoi décentraliser aujourd'hui? Ça veut dire donner de plus en plus d'injonctions au plus petit échelon pour faire des choses que l'État refuse de faire, et de l'autre côté, lui dire d'aller chercher l'argent là-haut, puisqu'on lui retire de plus en plus les ressources fiscales propres. Et donc, en fait, la décentralisation, c'est une délégation de pouvoir, quelque part, de plus en plus, de l'État aux communes. Et que par ailleurs, sur le territoire, avec la loi NOTRe et les intercommunalités, on recrée des échelles de technocratie tout à fait similaires à celles qu'on a construites au niveau de l'État central. On dit aux gens, vous ne pouvez plus maîtriser ça, vous n'avez plus le droit de faire ça, il faut aller aux réunions de l'interco, si vous n'allez pas aux réunions, c'est les technos qui prennent le pouvoir. Et je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, des communes se voient ôter la gestion de l'eau, alors même que depuis des siècles, en montagne, on a sa source, on a organisé bénévolement son réseau d'eau, et au nom de l'efficience, on nous remet une strate. On va évidemment donner un marché à une grosse entreprise. Ça va possiblement d'ailleurs faire augmenter le coût de l'eau parce qu'il va falloir payer tous ces gens-là. Mais c'est au-delà de la question économique, c'est un aspect culturel, anthropologique. Maîtriser son eau, surtout un élément aussi vital que l'eau, c'est vraiment au cœur de notre existence collective. Et ce dont les gens se sentent dépossédés, c'est de la maîtrise de leur destin personnel et collectif. Alors laissez-leur l'eau. Je parlais avec une mère l'autre jour qui m'expliquait qu'elle voulait mettre en place une cellule de télémédecine dans son village. Les gens étaient d'accord, qu'il y avait des problèmes de gens qui n'allaient pas se faire soigner, etc. Bon, elle avait décidé ça, ça correspondait à son problème de terrain. Ben non, maintenant il faut demander l'aval de l'interco, parce que c'est une compétence de l'interco. Et tout ça n'est pas normal. Alors qu'est-ce que nous proposons concrètement sur l'autonomie locale, au-delà du fait que les communes puissent sortir des intercos? C'est d'appliquer le principe de subsidiarité ascendante. Ça veut dire quoi? C'est que c'est le plus petit échelon, à commencer par la commune, qui détermine les compétences dont il souhaite se saisir et les responsabilités qui sont afférentes, y compris fiscales, et qui ensuite délèguent le reste en haut. Ça veut dire que vous pouvez avoir des communes qui sont ravies d'être dans des grandes intercos, dans des grands ensembles. Et vous pouvez avoir en fait toutes les formations possibles sur le territoire. Et c'est la même chose pour les collectivités plus grosses, que les départements puissent fusionner, qu'ils puissent se réajuster, que ce processus soit spontané, vienne du bas. Je ne vous propose pas une énième refonte du millefeuille territorial, en disant, parce qu'il y en a qui veulent enlever les régions, il y en a qui veulent enlever les départements, il y en a qui veulent enlever les pays, les intercos, enfin chacun a sa solution. Mais en fait, il n'y a pas de solution homogène sur le territoire. Dans les Hautes-Alpes, le département il est important, en Île-de-France beaucoup moins. Et donc il faut que les solutions émergent du terrain pour qu'on construise par le bas la carte du France telle que je l'ai vue émerger moi en parlant aux gens qui s'auto-identifient très bien à leur territoire, qui comprennent ça.
Et c'est pour ça que j'ai commencé ma campagne par la Corse, de manière très symbolique. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois de l'histoire de notre République qu'une campagne présidentielle commence par la Corse, parce que je soutiens leur projet d'autonomie de plein droit et de plein exercice, mais pas parce que je veux inscrire le peuple corse dans la Constitution, parce que j'estime que toute collectivité devrait pouvoir, si elle le souhaite, prendre cette autonomie, en exercer les responsabilités, expérimenter, et on verra ce que ça donne. Et je tiens d'ailleurs à faire remarquer qu'il y a aujourd'hui une collectivité en France, ça s'appelle l'Alsace-Moselle, qui est encore plus autonome que ce que voudraient être les Corses, qui a son propre droit des assurances, son droit bancaire, sa sécurité sociale, sans parler évidemment de la question de la laïcité. Ça gêne qui? Ça gêne personne, on n'en parle jamais. Est-ce que les Alsaciens se sentent moins français que les autres? Absolument pas. C'est bien la preuve que quand on parle de République une et indivisible, on associe deux termes qui ne sont pas évidents en fait. Moi je pense que la République, elle doit être une et diverse, qu'elle sera d'autant plus une, et que les Corses se sentiront d'autant mieux français, les Alsaciens d'autant mieux français, qu'on les laissera aussi organiser leur propre modèle socio-économique en fonction de leur choix, en exerçant leur responsabilité démocratique vis-à-vis de leurs électeurs. Enfin, il y a une troisième mesure dont je vais vous parler, même si je sais qu'elle va vous mettre moins à l'aise. C'est pas grave, on n'est pas là pour être d'accord pour tout. Et cette mesure sur laquelle je travaille depuis maintenant 5 ou 6 ans dans le cadre du think tank Génération Libre que j'ai fondé, c'est le revenu universel. Je tiens d'abord à... Donc, c'est l'idée de distribuer à chaque adulte majeur une somme d'argent tous les mois qui lui permet de subvenir à ses besoins de base sans aucune contrepartie et pour tout au long de son existence. Dire aux gens, parmi vos droits fondamentaux, il y a droit à la survie, au fond, alimentaire, notamment énergétique aussi. Et donc, plutôt que d'avoir tous ces processus de bureaucratie sociale qui aujourd'hui enferment les gens dans la pauvreté, on vous donne une somme sans rien vous demander. Et en fait, toutes les expérimentations dans le monde montrent que ça augmente le taux d'activité. Parce que c'est aujourd'hui que le RSA enferme les gens dans le statut de pauvre. Parce qu'ils ont peur d'en sortir. S'ils bougent le petit doigt, après, ils ont peur de le perdre. Ils ont peur de voir des indus. Ils ont peur de la commission. Ils ont peur de bouger. Parce que s'ils vont dans un autre département, ils changent de caisse. Alors que si c'est automatisé, ce qui est au fond le fond du revenu universel, c'est l'automatisation du RSA, eh bien, ça donne une vraie liberté pour commencer à entreprendre à faire des choses. Je vous passe les détails techniques de comment ça marche. Ça se fait à finances publiques constantes. Il suffit de changer les tuyaux sans changer le niveau de redistribution que nous avons actuellement. Et je vais vous donner 2 exemples qui concernent en plein la ruralité. J'ai répondu à une interview d'un magazine agricole qui s'appelle, je crois, Réussir. Et ils m'ont demandé est-ce que l'universel s'applique aux agriculteurs. J'ai dit, bien sûr, puisqu'il est universel. Et on sait bien que les agriculteurs sont dans cette zone qui partagent d'ailleurs malgré eux un peu avec les travailleurs des plateformes, où ils ont des revenus discontinus, où ils peuvent toucher un mois 800 €, le mois d'après 300 €, où ils ne sont pas protégés par le SMIC, mais où ils ne sont pas non plus dans la situation d'aller chercher les aides sociales et tout ça, parce que ce n'est pas leur monde et puis c'est trop compliqué. Et donc dans mon système automatisé, je vous passe ces détails, mais un agriculteur qui touche 300 € à la fin du mois aura automatiquement 400 € en plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc ça étalera, si vous voulez, ça donnera un coussin qui sera beaucoup plus solide. Et la deuxième chose à laquelle j'ai pensé s'agissant du revenu universel, c'est à la question des néo-ruraux. Alors là aussi, je sais que ça doit pas mal vous diviser. Moi, j'en ai rencontré beaucoup sur mon parcours, des néo-ruraux, des gens qui vont monter un gîte, qui vont essayer de faire de la permaculture, une épicerie coopérative, en tout cas qui essayent de faire quelque chose dans un territoire. Je pense que, fondamentalement, ce mouvement-là, qui est encore quand même balbutiant, s'agissant des gens, en tout cas, qui viennent vraiment vivre et travailler sur place, c'est une grande chance pour nos campagnes. Et ce sont souvent des gens qui essayent de laver plus blanc que blanc, et qui essayent d'utiliser les graines locales, qui essayent de comprendre comment faisaient les anciens, qui vont demander des conseils à l'agriculteur. En tout cas, quand ça se passe bien, ça se passe comme ça. C'est des gens qui, en fait, c'est pour ça que je vais parler maintenant de ruralité choisie. C'est des gens qui ont fait ce choix et qui, du coup, essayent de se l'approprier. Même s'ils ne sont pas bourguignons d'origine, ils vont devenir plus bourguignons que bourguignons. Et aujourd'hui, on voit très bien le modèle. C'est un couple. Tout le monde en a un peu envie, mais personne ne saute le pas. Les sondages le montrent. Et c'est souvent un couple où l'un d'entre eux, en ville, on a des problèmes de capital pour se loger, mais moins de problèmes de revenus. À la campagne, c'est exactement l'inverse. On a des problèmes de revenus, moins de capital, parce qu'une vieille grange à réhabiliter, ça se trouve. Et donc, on a toujours dans le couple l'un des deux qui assure un flux de revenus en étant informaticien ou en faisant un travail à distance. Bon. Et donc, du coup, ça limite évidemment énormément le nombre d'opportunités.
Eh bien, avec un revenu universel, vous êtes à 2, ça fait 1 000 €, vous avez 2 enfants, ça fait 1 500. C'est assez pour survivre, hein, on n'est pas dans le grand luxe, sur les territoires. Eh bien, je pense que ça déclencherait naturellement, on verra, peut-être pas, mais je pense que c'est assez envisageable, un mouvement de repeuplement, justement, des territoires, de gens qui vont essayer des choses, ils vont peut-être rater, ils vont peut-être repartir, mais qui vont venir essayer des choses, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, l'avenir de la société que de retrouver un équilibre plus stable entre ville et campagne. Et donc, tout ça appelle, pour terminer, à une forme, je pense, de regain de la ruralité. J'emprunte le mot à Giono, qui a écrit ce livre magnifique où un village laissé à l'abandon renaît parce qu'on commence à y planter du blé, qu'on fait le premier pain. C'est le jour où le premier pain est fait avec le blé que véritablement le village commence à revivre et à se repeupler. Et je pense que le regain de la ruralité doit passer par cette forme de dialectique où on accepte ce mouvement de néo-ruralité, où on accepte la technologie aussi, parce qu'avec des drones sur des champs, on peut irriguer mieux. Et on peut en fait, avec la technologie, faire des choses beaucoup plus favorables à l'environnement, à la biodiversité, à tout ça. Il n'y a pas d'opposition entre tradition et technologie. Au contraire, c'est en mariant les deux que nous allons vraiment redonner vie au territoire. Et qu'enfin, je pense que tout ce que vous faites et le périple que j'ai fait doit nous donner espoir et confiance, parce que se promener en France, c'est se promener quand même dans le plus beau pays, le plus divers, et que ça nous donne aussi de quoi nourrir notre propre modèle républicain. Et que, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a aussi donné beaucoup envie de faire ce que je fais aujourd'hui, envie de me battre pour ce pays que j'aime. Merci. Ça me dit un peu, il y en a qui veulent faire des photos de vous. Des photos de ma signature? Oui, donc c'est surtout de...